Et bien salut à tous. Récemment, c'est-à-dire il y a quelques mois déjà puisque je suis toujours en retard, Monster Hunter Rise a eu le droit à son gros DLC intitulé Sunbreak. Comme Iceborne avec MH World, Sunbreak vient rajouter plein de nouveaux adversaires à chasser dans le jeu, allant de nouveaux monstres à des sous-espèces et des variantes. Alors aujourd'hui je vous propose de passer en revue quelques-uns des monstres arrivés avec cette nouvelle extension, mais uniquement les nouveaux monstres. Je ne parlerai donc pas du Gore Magala ou du Sénateur Shogun vu qu'ils sont déjà apparus dans les anciens jeux. Ceux-là je me les réserve pour une autre vidéo. Attention tout de même au spoil même si bon, depuis le temps que le DLC est sorti, vous devez déjà connaître un minimum les monstres. Allez, sur ce, c'est parti. Le Magnamalo enragé. On commence avec la sous-espèce du monstre phare du jeu, le Magnamalo enragé. Le Magnamalo de base est déjà un utilisateur du feu, mais cette version-ci est encore pire. Il est constamment enveloppé par les flammes, que ce soit au niveau de ses pattes avant, sa queue ou son dos. Le feu brûle toujours en lui quoi qu'il arrive. De ce que j'ai trouvé, le Magnamalo enragé est décrit comme une sous-espèce, mais je trouve personnellement qu'il ressemble plus à une variante qu'à une réelle sous-espèce. Il possède les mêmes attaques que le Magnamalo de base, mais boosté non-stop par ses flammes. Il va faire beaucoup de tornades de feu avec sa queue, des charges en laissant des nuages explosifs derrière lui, des coups de patte et de queue suivis par des explosions, ou un autre coup assez dangereux, c'est quand il tourne sur lui-même et crée plein de boules de feu qui explosent juste après. Un autre coup assez puissant se fait quand il stresse sur ses deux pattes arrière et qui charge sa patte avant avec des flammes avant de la taper sur le sol pour créer une super explosion. Le Magnamalo enragé possède aussi une version de ses flammes encore plus dangereuse, où elles deviennent rouges au lieu de violettes. Autrement, il peut lancer des boules de feu avec sa queue, lancer des jets de flammes devant lui, créer des nuages explosifs ou encore charger son corps pour faire exploser les flammes qui sont en lui. Une bonne petite sous-espèce avec un bon panel d'attaques en stock. Raknakadaki de feu. On attaque la nouvelle sous-espèce d'un monstre avec la Raknakadaki de feu. Si la Raknakadaki faisait déjà du feu, cette sous-espèce est en constante ébullition, à tel point que même ses toiles peuvent s'enflammer. Évidemment, elle peut cracher des flammes ou lancer des boules de feu comme sa version de base. Elle peut aussi créer des explosions de feu depuis son ventre ou tirer plusieurs toiles dans différentes directions. Autrement, elle peut toujours lancer ses petits pour se tirer vers eux, ou se relier à eux avec une toile avant de lancer des boules de feu dans leur direction. Elle peut aussi tirer des toiles dans plusieurs directions puis les enflammer avec du feu pour vous infliger des dégâts. Sinon, les petites araignées peuvent tirer des jets de flammes, la Raknakadaki peut créer des explosions avec ses crochets ou se servir de son abdomen comme d'une massue tout en créant des explosions. Pour le coup, comme pour le Magnamalo, je trouve que beaucoup d'attaques ressemblent à sa version de base et que cette sous-espèce a plus des allures de variante que de réelles sous-espèces, étant donné qu'elles font toutes les deux du feu et qu'il n'y a pas beaucoup d'écho en plus par rapport à sa version de base. Le Somnacant Aurore. On passe enfin à une vraie sous-espèce avec le Somnacant Aurore. Si la version de base utilisait les gaz soporifiques pour combattre, cette sous-espèce manie l'azote liquide et le froid ambiant pour geler ses adversaires. Cette sous-espèce est bien plus agressive que la version de base. Elles ont néanmoins quelques attaques en commun, comme celle où il stresse sur sa queue pour tirer des projectiles, sauf qu'à la place des épines somnifères, ici ce sont des pieux de glace qui vous frappent, vous infligeant le statut glace. Il est beaucoup plus violent et vous affronte directement alors que la version classique restait cachée. Il est également très mobile, sortant souvent de votre champ de vision en glissant sur les côtés. Il mêlera ses attaques physiques à sa glace pour créer des explosions lors de ses coups ou pour tirer un rayon glacé. Ses attaques les plus fortes consistent à créer de la glace dans sa bouche ou s'élancer dans les airs et atterrir pour créer une explosion de glace. Il peut en faire une petite et une grande explosion qui correspond à son attaque ultime. Autrement, il a les attaques classiques du Somnacant comme les balayages avec sa tête, les coups de griffe, les charges en glissant ou un nuage de gel en dessous de son ventre. L'Almudron Magma. Une nouvelle sous-espèce à chasser pour l'Almudron, mais cette fois on oublie la boue car ici il se sert de la lave pour s'abattre. Bon, c'est encore un monstre basé sur le feu et il y en a beaucoup dans cette liste. Parmi ses attaques notables, on a les boules de lave après un coup de queue, il peut créer des flaques de lave qui entrent en éruption après un petit délai, ou peut enflammer ses pattes pour vous infliger le statut feu à chacun de ses coups de griffe. Sa spécialité reste surtout ses flaques de lave. Il peut en créer tout autour de lui, les faire surgir en ligne droite, en lancer dans toutes les directions, ou les faire exploser. Un peu comme pour sa version de base, il peut faire surgir des piliers ardents depuis le sol, créer une massue au bout de sa queue, ou s'enfoncer dans le sol pour s'y déplacer plus vite, ou enchaîner les attaques. Parmi ses attaques les plus puissantes, il y a une explosion qu'il fait en sautant dans les airs et frappe le sol avec sa queue. Une sous-espèce bien sympa d'un monstre qui était déjà vraiment cool à affronter. Le Bishaten Sanguin.
Si le Bishaten utilisait des fruits aux multiples effets pour vous abattre, le Bishaten sanguin va utiliser des pommes de pin comme arme à distance. Bien qu'il soit une sous-espèce, ces deux versions ne se battent pas du tout de la même manière. Le Bishaten sanguin est bien plus agressif, téméraire et explosif qu'à sa version classique. Là où la version de base passait son temps sur sa queue pour vous lancer des fruits, cette version va rechercher le combat direct avec vous. Tant que vous restez mobile, le combat n'est pas forcément très compliqué, le Bishaten étant un monstre de bas niveau. Les pommes de pin qu'il utilise sont brûlantes et explosives et il va les utiliser de plusieurs façons. Soit il va les tenir en main pour vous taper et donner des coups de poing explosifs, les faire rouler comme une boule de bowling, ou en faire rebondir toute une série devant lui. Il peut aussi en faire tourner quelques-unes autour de lui façon toupie juste avant qu'elles explosent. Une autre de ses capacités est qu'il peut cracher un long jet de flamme devant lui. Autrement, il a quelques attaques classiques du Bishaten de base comme les coups de queue, la charge en tornade ou les acrobaties qu'il a l'habitude de faire. Bien que ce Bishaten sanguin soit une sous-espèce sympa, il reste tout de même le monstre le plus simple à affronter de cette liste. Le Malzeno. On attaque nos derniers monstres avec les 4 nouveaux monstres du DLC et on commence tout de suite avec le monstre phare du DLC, le Malzeno. Il s'agit d'un dragon ancien magnifique inspiré des vampires. Bon, il a des attaques classiques comme des coups de queue, de mâchoire, il tape avec ses ailes ou peut vous écraser. Sa force physique est très grande, à tel point que certains de ses coups brisent le sol. Il peut également insuffler de l'énergie à ses coups pour créer des explosions lorsqu'il brise le sol, augmentant encore les dégâts, mais sa grande particularité est le Curio, de sorte d'insectes volants qui le suivent constamment. Il va donc ordonner au Curio de siphonner la force vitale de ses ennemis et proies et l'utilisera pour se renforcer davantage. Une fois qu'il a absorbé assez d'énergie, il va alors entrer dans un état de surpuissance nommé Bloodline. La force et la vitesse du Malzeno vont alors augmenter exponentiellement, à tel point que lorsqu'il se déplace, on dirait qu'il se téléporte. Toutes ses attaques sont améliorées par l'énergie qu'il parcourt, créant des explosions à chaque coup. L'inconvénient avec cet état, c'est que le Malzeno subit plus de dégâts dans ses parties faibles, et si vous lui infligez assez de dommages, il reviendra à son état normal. Si ce n'est pas le cas, le Malzeno effectuera alors son attaque ultime qui consiste à s'envoler dans les airs, tirer un rayon d'énergie en cercle avant de balancer une boule d'énergie dévastatrice qui infligera 2 vagues de dégâts. C'est un monstre extrêmement puissant et dangereux et qui en plus de ça est vraiment classe. Le Lunagaron. Le Lunagaron est un monstre vraiment stylé et qui n'est pas sans rappeler une version loup de l'Odogaron. Il est une wyvern accro qui a la particularité d'avoir 2 formes avec chacune des attaques distinctes. Sa première forme est celle du loup. Sous cette forme, il va se déplacer à 4 pattes et bondir dans tous les sens pour vous mettre des coups de queue, griffes, crocs ou faire des charges. Il peut sauter très loin, donc même si vous pensez être à l'abri une fois éloigné de lui, ce n'est pas le cas car il peut vous sauter dessus en un instant. Bref, sous cette forme, ses attaques n'ont rien de particulier. Sa deuxième forme posera déjà beaucoup plus de problèmes. À la manière du Velkhana, le Lunagaron va se couvrir de glace pour gagner en puissance. Sous la forme du loup-garou, il va se redresser sur ses pattes arrière et attaquer avec les griffes de glace sur ses pattes avant. Sous cette forme, il va beaucoup moins sauter, mais va enchaîner les combos avec ses griffes et les rayons de glace vous infligeant le statut glace. Pour finir, un peu comme le Tigrex ou le Barriot, le Lunagaron possède un mode furie qui le rend plus rapide et agressif encore. Malgré tout cela, je trouve que ce monstre, bien que vraiment stylé, reste assez classique dans ses coups et son combat. Le Garangolm. Le Garangolm n'est pas sans rappeler le Brachydios des anciens Monster Hunter, un monstre aux apparences de T-Rex se battant avec ses poings. Ce monstre est un vrai boxeur en plus d'être très résistant dû à son corps de pierre. Ses attaques se résument à des écrasements avec ses poings, des swings ou le lancer de rocher. Passé un moment, le Garangolm va dévoiler sa vraie force. Après avoir planté ses 2 poings au sol, ses bras sont désormais recouverts de pierres ardentes et d'eau. Son bras droit sera enduit de feu et le gauche d'eau. Alors que sous sa forme originale il est plutôt lent, avec ce nouvel atout, il peut vite réduire la distance entre lui et vous en s'éjectant dans les airs avec une explosion de feu pour ensuite vous frapper avec son poing d'eau. En balayant le sol, il peut lancer plusieurs rochers droit devant lui et bien sûr, à chaque fois qu'il donne un coup de poing, il vous infligera le statut correspondant au poing avec lequel il vous a frappé. Donc soit le feu ou l'eau. Il possède aussi une charge en frappant ses poings au sol pour vous infliger les différents statuts ou enchaîner les écrasements. Bon, malheureusement, comme pour la Lunagaron, le Garangolm possède des combos assez simples malgré la petite particularité avec ses poings. Le Geismagorm.
Et on passe à notre dernier monstre avec le boss final du DLC, le Geismagorm. C'est un dragon ancien avec une apparence de lézard mutant couvert de cristaux et qui possède un combat divisé en deux phases. Malgré sa grande taille, ce monstre est plutôt mobile et peut sauter d'un coin à l'autre de l'arène. La mécanique dans la première phase consiste à le frapper pour faire tomber le plus de cristaux possible. Plus vous en faites tomber et plus vite vous passerez en phase 2. Pour ce qui est de ses habilités, le Geismagorm va vous attaquer avec des charges, ses pattes ou lorsqu'il crie, cela a tendance à vous repousser. Il peut également lancer depuis sa bouche d'énormes explosions de feu et en balayant le sol avec ses pattes, cela aura pour effet de créer des explosions de feu. Une autre attaque consiste à envoyer plein de boules de feu à l'horizontale, balayant une bonne partie de l'arène. Tout comme pour la Latréon ou le Safi'jiiva, le Geismagorm possède une attaque ultime qui vous obligera à vous cacher derrière un rocher. Cette attaque se fait lorsqu'il inspire une grande quantité d'air et qui crée ensuite une grande boule de feu. Il va ensuite l'exploser en la frappant avec ses pattes, ce qui créera une énorme explosion. Lorsqu'il va aspirer de l'air, tous les cristaux tombés vont lui exploser au visage. Si jamais vous lui faites assez de dégâts avec ça, la guide vous enverra un Dragonator, une attaque qui devra suffire pour passer en phase 2. Dans cette deuxième phase, plus besoin de se concentrer sur les cristaux à faire tomber. Désormais, le Geismagorm est pratiquement recouvert de flammes et débloque donc de nouvelles attaques avec cette forme. Il va par exemple lancer un rayon d'énergie qui va créer des flaques au sol qui exploseront après un petit délai. Il va aussi chercher à vous écraser en donnant plusieurs coups de patte au sol, et si jamais vous vous trouvez loin de lui, il va aspirer de l'air pour vous attirer vers lui avant de balayer le terrain ou de faire une quelconque autre attaque. Un autre coup vraiment dangereux se fait quand il crée un soleil rouge dans le ciel qui va tirer plusieurs météores rouges au sol. Au bout d'un moment, le Geismagorm va se mettre à escalader la falaise pour se nourrir du curio qui est au-dessus. Il faudra alors tirer sur ses points faibles avec les balistes mises à disposition. Pendant cette ascension, il peut lancer des boules d'énergie pour vous attaquer. Si jamais il arrive à se recharger complètement au curio, des moncelles de flammes rouges vont apparaître sur son dos et il crachera un rayon mortel sur la quasi-intégralité de l'arène. Le sol va alors se mettre à bouillonner avant d'exploser. Une attaque qui ressemble un peu à l'attaque ultime du Shara Ishvadla. Pour l'esquiver, il suffit de courir le plus loin possible du monstre. Normalement, après cette attaque, le Geismagorm sera déchaîné et enchaînera les attaques, notamment celle à base d'énergie rouge. Un bon petit boss avec pas mal d'attaques et un design assez atypique pour un boss final, mais il reste un monstre vraiment sympa à affronter. Et voilà qui conclut donc cette vidéo sur les nouveaux monstres du DLC de AMH Raze. Alors dites-moi quel est votre monstre préféré. Personnellement, le Lunagaron a vraiment la classe et le combat contre le Malzeno est vraiment stylé. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.